Le groupe dont on va parler puise son héritage dans Black Sabbath, dans les Beatles pour le sens des structures, et dans The Sisters of Mercy pour l'esthétique gothique et la construction des ambiances. Je veux bien sûr parler de Type O Negative. Peter Steele, de son côté, cite régulièrement Cocteau Twins, Depeche Mode et Laibach, des formations dont il retient avant tout le travail sur la mélancolie, la répétition et la mise en scène émotionnelle. Lors d'une interview à la question « Quelles étaient vos influences musicales en grandissant ?», Josh Silver répondra « De la marijuana et du Valium ». C'est une formule volontairement provocatrice, représentative du décalage permanent entre le sérieux de la musique et l'ironie des membres du groupe. En combinant tous ces éléments, le doom metal, le goth rock et les structures pop héritées des années 60 et un humour noir omniprésent, Type O Negative développe une identité sonore immédiatement reconnaissable. Cette vidéo va tenter de retracer l'histoire d'un groupe qui a su transformer un ensemble d'influences disparates en un langage musical cohérent, singulier et durable. On est parti. Peter Thomas Ratajczyk naît le 4 janvier 1962 dans le quartier de Red Hook, à Brooklyn. Il grandit au sein d'une famille catholique assez nombreuse. Il est le plus jeune de 6 enfants et c'est aussi le seul garçon, entouré de 5 sœurs plus âgées. Son père était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il a une voix de baryton dont Peter héritera. Il a aussi des origines russes et polonaises. Sa mère, elle, est sculptrice et peintre et est issue d'une lignée plutôt écossaise et irlandaise. Le foyer est décrit comme un environnement créatif et structuré où cohabitent musique, travaux artistiques et une présence régulière de la famille élargie, comme les tantes, les oncles et les cousins, qui contribuent à un cadre social assez dense. L'enfance de Peter se déroule successivement dans les quartiers de Bensonhurst, Brighton Beach, puis Midwood, sur East 18th Street. Ces secteurs de Brooklyn, dans les années 60 et 70, sont marqués par une classe ouvrière en mutation. Et à partir de 1974, Peter Steele commence à s'intéresser sérieusement à la musique. À 12 ans, il prend ses premiers cours de guitare avant de se tourner vers la basse. Et c'est un instrument qu'il va adopter définitivement. Ses premières répétitions ont lieu dans le sous-sol de la maison familiale à Midwood, un espace qui devient son principal lieu de pratique durant toute son adolescence. Il joue alors avec plusieurs amis du quartier, dont Stan Pillis, qui deviendra plus tard le premier guitariste de Carnivore. Les répétitions sont fréquentes et particulièrement bruyantes. Les voisins, comme les parents, expriment parfois leur agacement, mais ne cherchent pas à freiner ses activités musicales. Le soutien familial reste constant. Il est d'ailleurs très proche de sa mère, et elle joue un rôle assez notable dans ses débuts. Elle confectionne elle-même certains costumes de scène pour les premiers groupes de son fils. Et ses sœurs aident aussi, bien sûr. Cette implication témoigne d'un environnement où la créativité est encouragée et où les projets artistiques de Peter sont pris au sérieux malgré leur caractère un peu amateur au début. Durant cette période, Peter Steele commence déjà à développer les bases de son style de jeu, un intérêt pour les accordages assez graves, une recherche de puissance et une approche instinctive de la composition. Il écoute alors principalement Black Sabbath, Led Zeppelin ou les Beatles, et aussi, bien sûr, les groupes de rock diffusés sur des radios new-yorkaises des années 70. Ces influences précoces structurent son rapport à la musique avant même la formation de ses premiers groupes. Et c'est à ce moment-là qu'on nous raconte une petite histoire bien sympathique au sujet de Steele et d'une certaine Mardi, qui est souvent décrite comme son premier amour. Alors il n'y a pas de biographie officielle au sujet de cette personne, moi je n'ai rien trouvé, je n'ai trouvé que des histoires que l'on raconte sur internet, allez savoir si c'est vrai ou non, mais je vous raconte quand même ce que j'ai trouvé. Peter rencontre Mardi dans un train de Brooklyn. Ils échangent un regard prolongé pendant plusieurs arrêts, tandis que leurs amis discutent à côté d'eux. En descendant, Steele lui adresse un signe de la main alors que les portes se referment. 2 mois plus tard, lors d'un Battle of the Bands au lycée John Dewey, il la repère dans la foule et s'approche d'elle après la performance et lui aurait dit « Salut Train Girl, je savais que je te reverrais ». C'est bien gentil et bien mignon, mais on ne sait pas si c'est vrai. On peut se poser la question du contexte musical new-yorkais à cette époque, puisqu'il va influencer directement sa musique. On a notamment une scène assez visible, dont du punk, du hardcore, du metal ou de la new wave, et des lieux emblématiques comme le CBJB. Mais Brooklyn possède aussi sa propre scène underground, moins médiatisée mais active. Elle s'organise autour de la disco underground des quartiers italiens et ouvriers, de Bay Ridge et Bensonhurst, avec des clubs comme 2001 Odyssey,
rendu célèbre par Saturday Night Fever, sorti en 1977. D'autres lieux fréquentés par les jeunes de Brooklyn sont le Pastels, mêlant disco, rock, new wave et metal, ou même certains garages, des sous-sols, des bars locaux et des salles communautaires. De nombreux musiciens de Brooklyn répètent dans ces environnements avant de se produire à Manhattan, tout en restant ancrés dans leur réseau local. Brooklyn sert ainsi de vivier de musiciens, de base de répétition et de réseau social structurant. Et si vous voulez de plus amples détails au sujet de Peter Steele, parce qu'ici on est quand même là pour parler de typo négative, je vous renvoie à la vidéo de Rhythm Hall qui retrace l'histoire de Peter Steele de manière très détaillée, puisque Soul on Fire est une biographie. J'ai d'ailleurs essayé de la trouver, figurez-vous, à la FNAC avant de réaliser cette vidéo, mais il n'y avait rien, je suis bien naïve parfois. En 1979, Peter Steele fonde Fallout, son premier groupe sérieux. Le style de la formation est généralement décrit comme un heavy metal assez traditionnel, influencé par les groupes majeurs de l'époque, tels que Judas Priest ou encore Black Sabbath. Encore une fois. Finalement, ce groupe-là constitue quand même une espèce de première structure musicale assez stable, avec des répétitions régulières, des compositions originales et des premières expériences d'enregistrement. Et fait important, Josh Silver fait partie de Fallout. Qui est cette personne ? Josh Silver est né et a grandi à Brooklyn aussi. Il entre dans la musique à la fin des années 70, justement à la période de Fallout, et il commence surtout à s'intéresser à l'enregistrement et à la production. Il est introduit au travail en studio par Richard Termini, un musicien et ingénieur du son new-yorkais, ce qui lui donne accès à ses premières expériences professionnelles. Mais pour le reste, on n'en sait rien du tout. Enfin, après la fin du lycée, Peter Steele continue de vivre dans le sous-sol de la maison familiale. Je pense qu'il adore vivre chez ses parents, et c'est à ce moment-là qu'il entre au New York City Department of Parks and Recreation, où il est affecté à l'entretien des parcs, à la conduite de camions poubelles, à l'utilisation de rouleaux compresseurs, à la supervision d'équipes de maintenance. Au fil des années, Steele gravit les échelons jusqu'à devenir carrément superviseur du parc. Et je vous raconterai pourquoi il va quitter ce poste. Et finalement, il décrit cette période de travail comme l'une des plus stables et satisfaisantes de sa vie professionnelle. Parce que oui, il a été élevé par un père qui bossait beaucoup et ça lui a donné le goût du travail, si vous voulez. Après la dissolution de Fallout, Peter Steele fonde le fameux Carnivore. Le line-up initial réunit Peter Steele à la basse et au chant, Keith Alexander à la guitare, Stan Pillis également à la guitare, Louis Bito à la batterie. Le groupe est un mélange de thrash, de hardcore, de crossover, marqué par une image un peu d'humour noir, de provocation, et les textes abordent régulièrement la guerre, la société américaine, la satire, la survie, la violence, enfin bref, tout un tas de choses. En 1984, Peter Steele épouse Donna White. Le mariage apparemment ne dure que 30 jours. Les récits qui circulent ici et là nous racontent les raisons de la séparation, mais ce n'est absolument pas vérifiable. Il y a apparemment des sources qui diraient que Donna White est partie et a divorcé parce que Peter Steele refusait de quitter son fameux sous-sol et rester chez ses parents. Bon, en fin de compte, ça peut être plausible dans le fond. Tout ça pour vous dire qu'il a une autre personne dans sa vie. Et c'est marrant parce que je pensais que la vie amoureuse de Peter Steele serait beaucoup mieux documentée que ça, mais je me suis rendu compte en écrivant que pas du tout en fait. Mais bref, Carnivore publie 2 albums. Carnivore en 1985 et Retaliation en 1987. Peu après la sortie du dernier album, le groupe se sépare en 1987. Steele lance brièvement 2 projets, Repulsion et Sub-Zero. Et il faut aussi noter que Carnivore était signé chez Roadrunner Records. C'est important de le mentionner. Pendant que Carnivore est actif, il y a aussi une rencontre à mentionner et qui sera très importante pour la suite, c'est celle avec Kenny Hickey, qui se situe approximativement au début des années 80, dans le contexte du réseau musical local de Brooklyn, dont on a déjà parlé. Le lien se fait par l'intermédiaire de Louis Vito, batteur de Carnivore, qui fréquente à l'époque le grand frère de Kenny à l'école. Il le dit lui-même dans une interview. The first time I met Pete Steele was years before that. Carnivore, the drummer of Carnivore, Louis Vito, and Carnivore, the drummer, grew up with my brother. They were all 5 years older than us. Peter was 5 years older than us. My brother went to school with Louis. Louis was in my house all the time, every day. He heard me on my TV. And Louis was like, wow, Peter, you're the brother. Kenny étant un adolescent assez maigrichon et petit, est présenté devant le géant Peter Steele,
qui est impressionnant par sa taille et par son attitude. Il lui demande s'il possède un ampli Marshall, puis il lui conseille de faire de la musculation avant de partir. Kenny n'intègre donc pas Carnivore, mais cette rencontre marque le début d'un contact durable entre lui et Steele. Et qui est Kenny Hickey? Il est né à New York City, il grandit dans le quartier de Marion Park, à Brooklyn, dans un secteur résidentiel et familial où il passe son enfance. Il décrit sa famille comme pauvre et évoque une enfance marquée par la précarité. Il est élevé par une mère divorcée et célibataire dans un très petit appartement, et raconte être un peu né en cachette, soulignant le caractère discret et difficile de son contexte familial. Durant son enfance, Hickey développe ses premières sensibilités musicales en écoutant la radio WPLG, une station rock très populaire à New York. À l'école, il se lie d'amitié avec un camarade nommé Sean, passionné de Kiss, qui lui fait découvrir le groupe. Et il cite notamment des films d'horreur comme La Nuit des Morts Vivants, comme ayant eu une influence importante sur son imaginaire. La découverte de Black Sabbath constitue aussi un tournant majeur, il dira que cette musique l'a changé pour toujours. Et oui, rien que ça. Et au début des années 80, on a aussi quelque chose d'important à souligner. Brooklyn devient un pôle important du metal underground. L'ouverture du club L'Amour à Bay Ridge en 1981 joue un rôle central dans cette évolution. D'ailleurs, il est rapidement surnommé le Rock Capital of Brooklyn. L'Amour accueille aussi bien la scène locale que des groupes majeurs du métal international, parmi lesquels Metallica, Slayer, Megadeth ou Iron Maiden. Et donc tout ce petit monde est baigné là-dedans, et c'est important de le souligner. Petit aparté, je tiens à préciser que je passe sur les splits et les singles, sinon cette vidéo va durer 2 heures. Je sais que certains singles du groupe ont une importance, parce que ça a fait monter la hype à l'époque, mais je n'évoquerai que les albums ici, à part vraiment si ça a une importance capitale. Pour ce qui est du matériel, j'utiliserai le site Equipboard quand je trouverai des infos vérifiables à vous transmettre. Vous pouvez aller voir de votre côté si toute la partie matérielle vous intéresse. Fin de la parenthèse. En 1989, Peter Steele traverse une période de crise. Dans un témoignage rapporté par Josh Silver, Steele s'ouvre les poignets cette année-là. Silver précise que ce n'était pas la première fois. Plus tard, Peter Steele évoquera une peine de cœur, disant qu'il était probablement tombé amoureux de la mauvaise personne. Je ne sais pas si c'est avant la fondation de Type O Negative ou si c'est un peu après, parce que c'est la même année que le groupe a été créé. Donc Type O Negative est fondé par Peter Steele avec Josh Silver qui est au clavier, Kenny Hickey à la guitare et Sal Abruscato à la batterie, dont on ne sait que peu de choses concernant l'enfance et l'adolescence. Avant de trouver leur nom définitif, ils appellent d'abord le groupe Repulsion, puis Sub-Zero, après avoir découvert que ces noms étaient déjà utilisés par d'autres formations. Steele finit par choisir Type O Negative après être tombé, en feuilletant des annonces dans un annuaire, sur une publicité d'une banque de sang qui proposait une somme importante pour des donneurs du groupe sanguin O négatif. Séduit par la sonorité et l'ironie du terme, il décide d'en faire le nom du groupe. Le premier concert de Type O Negative a lieu au club L'Amour, alors que les morceaux n'étaient même pas encore enregistrés. Cette information apparaît dans les archives de concerts et dans plusieurs interviews où les membres racontent avoir joué les titres alors qu'ils n'existaient que sous forme de répétition. Entre décembre 1989 et janvier 90, le groupe enregistre son premier album, Slow, Deep and Hard. Steele est encore lié au contrat multi-album signé avec Roadrunner Records durant Carnivore, et bien que Carnivore soit dissous, le label reçoit une démo de Type O Negative et décide de continuer à travailler avec lui. Le groupe signe officiellement en 1991. D'ailleurs, je sais plus où j'ai vu ça il y a pas longtemps, je regardais des interviews et des vidéos de Peter Steele, et à un moment donné, il me semble qu'il dit que finalement, il n'avait pas forcément envie d'être avec Roadrunner Records. Je sais pas si vous avez l'info de votre côté, et je sais plus où j'ai vu ça. Bref, avant l'album, une démo intitulée No More Negative circule en 1990, enregistrée alors que le groupe se produisait encore sous le nom de Repulsion. La quasi-totalité du matériel de Slow, Deep and Hard provient de cette démo. Steele explique en interview que l'album entier a été écrit en 4 heures, dans un état d'ivresse après une rupture sentimentale particulièrement douloureuse. L'enregistrement se déroule à Systems 2 à Brooklyn, puis est masterisé à Frankfurt Wayne à New York. La production est assurée par le groupe lui-même, et c'est les parents de Josh Silver qui financent la session en avançant environ $6 000 pour permettre au groupe d'entrer en studio. La pochette de l'album provient d'un magazine porn
puis est retouché pour atténuer le caractère trop explicite. Et il y a un élément aussi à ajouter à cet album et à Type O Negative de manière générale. C'est le Bensonhurst Lesbian Choir, qui est un collectif informel composé d'amis de style, de collaborateurs proches et des membres du groupe, qui assurent des chœurs, des harmonies, des voix d'accompagnement sur plusieurs albums. Je vous le précise parce que généralement il est toujours là. Le nom est volontairement humoristique, mais le chœur, lui, existe bel et bien et fonctionne comme une véritable formation vocale. Bensonhurst est simplement la prononciation locale de Bensonhurst, le quartier de Brooklyn où Steele a grandi, transformé en gimmick, typique de son humour. J'imagine que pour eux c'est drôle, pour nous moins parce qu'on comprend peut-être pas la blague. Enfin, moi non, en tout cas. Pour en revenir à l'album, Slow, Deep and Hard ne correspond pas encore à l'esthétique gothique et doom qui fera leur réputation. On y trouve un mélange de thrash, de hardcore. Il y a aussi des claviers et du doom un peu naissant. Ça donne une espèce d'atmosphère un peu étrange. Il y a des chœurs hardcore, et l'album comporte même un morceau constitué d'un silence complet, probablement conçu comme une provocation ou un troll assumé. Ce disque divise profondément les auditeurs. Certains y voient une œuvre volontairement outrancière et satirique, d'autres une expérimentation brute annonçant les futures directions du groupe. Et surtout, il y a des soucis au niveau de plusieurs morceaux qui suscitent des accusations de misogynie et même d'avoir des sympathies avec les navets. Le terme Untermensch signifie sous-homme en allemand et avait été utilisé par le régime navet pour désigner les non-aryens, ce qui contribue à la polémique. Josh Silver, qui est juif, raconte que ces accusations étaient totalement infondées. Il explique que certains critiques ont simplement inventé des histoires et ont affirmé que le groupe était navet, alors que, dans les clubs voisins, des groupes faisaient littéralement le salut navet sur scène, sans que personne ne s'en préoccupe. Silver dit que cette situation était à la fois problématique et paradoxalement utile. En tant que juif, il refuse évidemment d'être associé à une idéologie navet, mais il reconnaît que la controverse a contribué à faire parler du groupe. Et il ajoute que malgré les malentendus, il considère que Peter Steele était alors à son meilleur niveau d'écriture. Et le problème, selon lui, vient du fait que le sarcasme de Steele se traduit très mal dans les pays non anglophones. Les paroles sont souvent ironiques et sont prises malheureusement au premier degré, ce qui amplifie les malentendus et les accusations. Finalement, la réception de l'album est donc très contrastée. Lors de certains concerts, l'ambiance est carrément hostile. Le groupe se fait huer, insulter, et plusieurs dates sont même annulées en Allemagne et aux Pays-Bas, à cause de ces fameuses controverses. Face à cette situation, ils imaginent une solution provocatrice et typiquement dans l'esprit de Steele. Produire un faux album live, enregistré en studio mais truffé de bruit de foule, d'insultes, comme si le public rejetait le groupe. Cette idée donnera naissance à The Origin of Pieces, un disque volontairement grotesque, satirique et provocateur, conçu comme une réponse directe aux critiques et aux incompréhensions. Déjà, rien que le titre, voilà quoi. En 1991, ils enregistrent alors cet album-là, et ils tournent en dehors des États-Unis jusqu'à la fin de l'année. Le 12 mai 1992, l'album sort officiellement. Étant donné que la pochette originale peut être choquante, il y aura des rééditions ultérieures qui utiliseront une illustration différente. On comprend l'idée, puisqu'après, ils vont devenir un peu connus. Ceci est évidemment un euphémisme. Donc mettre le derrière de Steele en gros plan en pochette d'album, il faut avouer que c'est pas terrible pour diffuser le groupe à un plus large public. Mais on y reviendra plus tard. L'album est principalement composé de versions légèrement modifiées et réenregistrées des titres déjà présents sur Slow, Deep and Hard, et ils ont généralement un nouveau titre. Et c'est là qu'ils commencent à faire aussi des reprises, notamment Hey Joe de Billy Roberts, rendu célèbre par le Jimi Hendrix Experience. Le morceau est évidemment rebaptisé Hey Pete, probablement pour rigoler avec des paroles réécrites. Et elles font bien sûr référence à Peter Steele. Il y a aussi Kill You Tonight, qui contient un échantillon du coup de piano final du morceau A Day in the Life des Beatles. Et il y a un fait assez rigolo aussi, qui montre assez bien l'humour du groupe, c'est la mention de P.T. Barnum, qui est crédité comme coproducteur du disque. Alors déjà c'est un impresario de cirque, et en plus de ça il est mort depuis bien longtemps en réalité. Et c'est écrit de manière tout à fait sérieuse. 1993 est l'année du tournant pour Type O Negative. Ça y est, ils vont devenir connus, pour de vrai cette fois-ci, grâce à Bloody Kisses,
qui sort le 17 août. Et il y a un sous-titre A Death in the Family. Alors on pourrait penser que c'est une référence tragique de leur côté, mais absolument pas en fait. C'est la perte du chat de Peter Steele quand il avait 17 ans, qui s'appelait Vénus. Dans cet album, il y a des membres de Life of Agony qui ont contribué à l'écriture et à des voix additionnelles. Il s'agit aussi du premier album de chez Roadrunners Records à obtenir un disque d'or et du deuxième à atteindre le platine, ce qui est fou. Au niveau des morceaux, c'est évidemment Christian Woman et Black No One, Little Miss Scare All qui les ont propulsés parce qu'il y a des clips qui ont pu être diffusés et il y a évidemment encore des reprises. Par exemple, Summer Breeze, qui avait d'abord été enregistré comme une reprise avec des paroles et un titre différent, Summer Girl, mais Stills and Croft, donc les auteurs de la chanson originale, ont jugé les nouvelles paroles trop choquantes. Le groupe a dû donc conserver les paroles originales. Et il faut savoir qu'à la base, le label était absolument d'accord. C'est les artistes qui sont mis en travers du chemin de Peter Steele. Donc le groupe a dû retourner en studio et Steele a dû réenregistrer les paroles originales, qu'il jugeait complètement absurdes. Dans les interviews, il exprime sa frustration, estimant que les nouvelles paroles ne nuisaient pas au morceau à la base. Il critique également le fait que les auteurs, appartenant à une secte californienne, prônant le détachement matériel, aient tenu à préserver leurs paroles malgré l'absence de bénéfices financiers directs. Et du coup, ça m'a interloqué cette histoire de secte. Évidemment, Steele grossit le trait pour rigoler. Stills and Crofts appartenait à une religion monothéiste appelée le bahaïsme. Alors oui, comme ça sonne secte, mais apparemment, elle n'est pas classée comme telle. Enfin bref. Et pour les anecdotes, Black No One est une chanson qui s'inspire d'une relation entre Steele et une personne obsédée par son image. Pendant leur rapport, elle lui demanda de tenir un miroir pour se regarder. Steele dit que ça révèle son narcissisme extrême et que la chanson en découle directement. Au final, Bloody Kisses, c'est un mélange d'humour noir et de diversité musicale. L'album répond aux accusations via des titres comme Kill All the White People et We Hate Everyone, qui tournent les critiques en dérision. Musicalement, Steele revendique une liberté totale. Il veut mélanger du thrash, des ballades, des orchestrations façon Beatles et du punk. Il explique qu'il écrit pour lui-même sans se soucier des attentes du public. Dans une interview de 1994, Peter Steele dit « J'étais englué dans le hardcore metal, et il y avait certaines choses que je sentais ne pas pouvoir faire parce que ce n'était pas assez cliché. J'écris des chansons pour moi-même, et je me fiche complètement de ce que les gens pensent. Si les fans aiment ma musique, tant mieux. S'ils sont déçus, eh bien, je suis désolé. » De toute façon, l'album est un succès commercial, donc Peter Steele a beau dire ce qu'il veut, les gens aiment en fait. Et maintenant, Type O Negative a sa propre identité musicale en mêlant doom et goth. Et du coup, j'ai voulu m'intéresser à comment ils arrivent à avoir ce son-là. Et on a des personnes qui traquent le matériel sur internet, notamment au sujet de Peter Steele, et je vous lis ce qu'il dit. Sur la photo ci-dessous, on voit une Fernandez Warlock sans fret, qui n'a pas duré très longtemps, se séparant en deux pendant un concert. Il y avait une Thunderbird, vue en live à Dossenheim en Allemagne en 91, qui a finalement été impitoyablement trouée, et qui a fait une apparition dans le clip autoproduit de Christian Woman. Apparemment, il aurait acheté 3 Alembics pour lui avant de partir en tournée pour Bloody Kisses. Je les ai vus dans des photos et des vidéos de tournée live de cette époque, jusqu'à la fin 94. Et c'était définitivement des alembics spoilers noirs brillants. Et quant à Kenny Hickey, apparemment il utiliserait Fender Quad Reverb Amplifier. Il explique qu'il essayait tout simplement des choses, et il faut dire que c'est plutôt réussi. Et fait important, le batteur, Sal Abruscato, quitte le groupe peu après l'achèvement de l'album, en raison de la réticence de Peter Steele à s'engager dans une tournée. Abruscato rejoint alors Life of Agony à plein temps, après avoir joué sur leur premier album, qui a d'ailleurs été produit par Josh Silver. Et là, on a une nouvelle personne qui intervient dans le groupe, c'est Johnny Kelly. Et justement, en 1994, on a la réédition de The Origin of the Faces, qui montre une gravure de The Dance of Death, de 1493. Et le titre de l'album est un jeu de mots sur l'origine des espèces de Charles Darwin. Donc comme quoi, on garde quand même l'humour sur ça. Il faut savoir que la dernière piste de l'album est une reprise de Black Sabbath. Et Johnny Kelly y participe à la batterie du coup. 1994 marque aussi la tournée avec Nine Inch Nails. Apparemment, le public n'était pas du tout content de ce qui se passait. Alors que c'était les membres de Nine Inch Nails qui avaient contacté à la base Type O Negative pour faire une tournée, donc je pense qu'ils ont quand même été assez déçus du résultat. Mais la tournée avec Motley Crue, pour le coup, marque un tournant parce que le public s'élargit encore plus. Motley Crue as well, a while back, which I
found was quite an unusual lineup. What kind of experience was that? Well, we had toured with them for approximately 2.5 months, and at first I was kind of skeptical. You know, I didn't think the matchup was quite right, but they turned out to be really nice guys, and I had fun with them, and their audience was quite responsive to us. So I believe it was a favorable experience. Et je vous parlais du boulot de Peter Steele, et c'est à ce moment-là, justement, qu'il quitte son travail pour se consacrer aux tournées dans le groupe 1. En 1995, Peter Steele est invité sur le Jerry Springer Show, où l'on voit une foule de femmes en délire. Welcome Peter Steele. Peter Steele. Hi, Peter. Yes. You happy to be here? I'm less miserable. He is the most beautiful man I've ever seen. Well, you've gone the extra mile to show how much you care about him, I haven't you? go to all their shows. I try to go to all their shows. I do. I have the symbol tattooed on me. You have his tattoo. Can I see that tattoo? Is it in a place that you can show it? Wow. No. What does it say? It's the symbol of their band. It's a negative symbol. Puis la même année, sur le Ricky Lake Show, Did you hear what she said? She wanted to take that jet black hair and wrap it around her body. Could be arranged. Larissa, what do you want to say to him? Oh, I love your band. I love you're just. Oh, come on. You love seeing him naked. I love him. Everything. Ah, he's shaking. Et c'est pareil ici, des femmes complètement zinzin. Et c'est en partie à cause d'une histoire connue à son sujet. En fait, Peter Steele apparaît dans le numéro d'août de Playgirl Magazine. C'est une exposition médiatique qui contribue à renforcer son statut d'icône gothique atypique et à attirer une attention accrue sur sa vie privée. Il répond quand même avec humour lorsqu'on lui parle de ses poses pour le magazine. I do not have a pornographic memory. Would you still pose for Playgirl? Again? Would I still? Well, you've seen it once. I mean, that's it. That's it? Maybe if they did like a scratch and sniff. Or something like that. Or like a 3D pop-up. Uh-huh. Or like, you know, a musical thing. You know, you open a page up and it plays. Yeah. If they had a sense of humor about it. But probably not. But then again, I've learned never to say never. That was completely overpublicized, wasn't it? What? The Playgirl thing. Did you guys get sick of it? Yeah. That's why I did it. So that people like you could ask me questions. Mais il se dit quand même embarrassé par cette histoire. Il regrette un petit peu dans le fond. Does he look very good in it, I must say? Thank you very much. Do you see it? How did you feel about doing it? Mortified, embarrassed. Mortified. I mean, this was my first so-called modeling job. So we got something in common, don't we? Yeah. Ensuite, il rigole sur le fait qu'il est devenu une icône gay. Il dit qu'il a fait ça pour le groupe pour toucher une nouvelle audience, et aussi pour $2000, ce qui n'est pas forcément à jeter. Et le pire dans tout ça, c'est que la journaliste dans l'interview, ça l'a fait rire. Mais Peter Steele dit qu'il s'en fiche et que ça le dérange pas qu'un homme le trouve attirant. On est quand même dans les années 90 et il faut replacer tout ça dans le contexte de l'époque. Je rappelle juste un petit fait, depuis 1962, l'homosexualité est graduellement dépénalisée aux États-Unis, mais ce n'est qu'en 2003 que ça devient officiel pour tout le pays. Donc finalement, Peter Steele est quelqu'un d'assez tolérant. Dans cette interview, il parle aussi de son rapport aux femmes, parce qu'on lui demande s'il est obsédé par les femmes et par la sexualité en général. Mais il répond que non, il est juste entouré de femmes depuis toujours, sa mère, ses sœurs, ses nièces, etc., et qu'il préfère leur compagnie à celle des hommes. Et les filles, j'attire votre attention, un journaliste pose la question sur son style de femme et il répond « grande, féminine et rousse ». Voilà pour la petite anecdote. Et rien à voir, mais j'ai trouvé un passage à la télé française en 1995, je vous le passe parce que je trouve ça très drôle. Tu s'appelles comment? Je sais pas, c'est toi qui sais. Black Number One, ce qui veut dire noir numéro 1, et qui relate l'aventure qui est arrivée au jeune chanteur, Peter, c'est le monsieur en vert, doit être derrière. Peter, il lui est arrivé une étrange aventure amoureuse avec une femme qui était tellement narcissique qu'elle se regardait dans un miroir pendant qu'il l'honorait.
Il l'honorait. Oui, assis, elle avait l'impression... Il l'honorait. Crac, crac. Voilà, comme vous dites, assis, elle avait l'impression de batifoler avec elle-même. Et c'est une chose qui a traumatisé Peter, il en a fait une chanson. Et il y a un passage au clavecin qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'est vrai. Black number one, de type O negative. Tout ça pour dire qu'il a une étiquette d'homme à femme, même de misogyne ou encore de machiste. Mais visiblement, il dit le contraire, qu'il est plutôt sensible et sentimental. Je pense que c'est quand même les médias qui ont façonné cette image de Peter Steele du gars grand, musclé, beau, selon les standards. C'est lui la marque de type O négative et pas les autres. En même temps, les autres n'ont pas forcément le physique, ils ont des familles avec des enfants et ne sont pas aussi tourmentés si vous voulez. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles il a fini par péter les plombs. Après, je ne sais pas si je suis dans le vrai, mais bref, on en reparle après. Et vous, vous en pensez quoi de tout ça? Le 14 février 1995, donc la même année, le père de Peter Steele meurt. Je vous le dis parce que ça a une importance. Et enfin, cette même année, il y a une tournée avec Queen's Rush et après avec Pantera. Sachant que Pantera, c'est quand même leur pote visiblement. Et le 30 mars, Type O Negative envahit la scène pendant Domination Hollow et interrompt le concert de Pantera. Mais visiblement, c'est plutôt une blague. Le 20 août 1996, October Rust sort. Alors, sans aucune originalité, vraiment aucune, c'est mon album préféré de Type O Negative. Bien que Johnny Kelly soit crédité à la batterie, cette fois, puisque je rappelle que Sala Bruscato n'est plus là, les parties de batterie ont été en réalité programmées. Alors je pense que justement, le fait d'enregistrer des batteries programmées, c'est pour avoir ce côté goth à la Sisters of Mercy, finalement sans avoir de vrai batteur. Il y a encore une reprise, un morceau de Neil Young. Cet album a encore des traces d'humour des membres du groupe, notamment Background, où l'on entend 38 secondes de bourdonnement volontaire qui imite un câble mal branché. Les pistes 2 et 15 sont des outros et intros parlés, non titrés, où le groupe se moque de lui-même. Et il y a aussi des fins abruptes sur les morceaux comme Green Man, Redwater et Haunted. Cette dimension un peu humoristique a dérouté les fans encore une fois. Et ils ont cru que le CD était défectueux. Ils l'ont retourné en magasin et c'est plutôt marrant, il faut l'avouer. Enfin, vu de loin comme ça. October Rust est le disque où Type O Negative pousse le plus loin son esthétique romantique, un peu naturaliste. Les thèmes dominants sont la forêt, la décomposition, l'amour désespéré, la sensualité, la perte aussi. Et finalement, il a un côté un peu moins doom et plus ballade. Et personnellement, ça me plaît un peu plus parce que je ne suis absolument pas fan de doom pour le coup. Et il s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis. Mais le succès est un peu moins bon que l'album précédent. Et là, j'en viens à quelque chose d'important concernant Peter Steele. Nous n'avons pas de date précise sur ce fait-là, mais on sait qu'il a commencé à prendre des drogues et surtout de la cocaïne à la fin des années 90. Et ça pourrait coïncider avec le fait que October Rust a eu une baisse de vente par rapport à Bloody Kisses, qui a peut-être engendré une frustration de ne pas atteindre les attentes de célébrité et de reconnaissance. Il y a aussi bien évidemment le deuil de son père, qui pourrait être aussi une raison de tout ça, et un mode de vie un peu rockstar, comme beaucoup de musiciens de son époque, avec des tournées, des groupies, un style de vie excessif, qui ont favorisé l'exposition à l'alcool et aux drogues, renforçant la dépendance. Et d'ailleurs, Kenny Hickey aura le même souci aussi à propos de l'alcool. Vis-à-vis des groupies, il en a déjà parlé dans plusieurs interviews, et j'ai retenu une interview qu'il a passée peu avant sa mort, et il dit que finalement dans sa vie, il n'a eu que 2-3 personnes. Le 17 juin 1997, petite anecdote, Peter Steele, Phil Anselmo et Marilyn Manson sont invités comme chanteurs pour le groupe d'Ozzy Osbourne lors du Ozfest dans l'Ohio. Ozzy ne s'est pas présenté pendant le concert, ce qui a provoqué une émeute, et Peter a interprété Bark at the Moon. Le 21 septembre 1999, c'est la sortie de World Coming Down, qui est le 5e album studio du groupe. Il est généralement considéré comme l'album le plus sombre, puisqu'il est écrit après le décès du père de Peter Steele et il est marqué par la volonté de s'éloigner des thématiques sexuelles des albums précédents. C'est également le premier album du groupe à entrer dans le top 40 du Billboard. Comme sur October Rust, l'album débute par une introduction assez humoristique. Il y a 11 secondes de bruit haché imitant un CD défectueux, suivi d'un sucker lancé par le guitariste Kenny Hickey.
White Slavery traite de l'addiction à la cocaïne, et dans cet album, il y a une véritable démarche d'honnêteté. Josh Silver a donné une interview que vous pouvez retrouver sur Loud TV, et il explique que l'album reflète leur état mental à ce moment-là et les tragédies qui y sont associées comme le deuil ou encore les addictions. 2 morceaux abordent la douleur liée à la perte de proches, donc Everyone I Love Is Dead et Everything Dies. Who Will Save the Sane traite de la maladie mentale et de la psychiatrie et inclut une récitation du nombre pi jusqu'à 9 décimales. Et l'album est entrecoupé de 3 morceaux. On a Sinus, Liver et Lung. Chacune de ces pistes n'ont pas été faites par hasard puisque Sinus représente la cocaïne, Liver pour l'alcool et Lung pour le tabac. D'ailleurs, Steele confiera plus tard qu'il ne pouvait pas écouter Sinus après le mixage, tant la montée du rythme cardiaque après l'effet sonore de Sniff lui provoquait une anxiété intense, qui lui rappelait en fait sa propre expérience. Il y a encore des références aux Beatles, et d'ailleurs ils ont eu des soucis au niveau des droits, puisque le medley revenait à $75,000, ce qui a provoqué une réaction immédiate du label. Josh Silver a finalement convaincu Roadrunner de financer les droits. La pochette de l'album montre une photographie du pont de Brooklyn. Musicalement, cet album est assez doom, plus doom que son prédécesseur et aussi un peu plus mélancolique. On sent vraiment que ça va pas fort pour eux. Et eux, de leur côté, ne voulaient pas faire un October Rust bis. Ils l'expliquent très bien dans une interview, ils voulaient quelque chose de beaucoup plus simple. Et j'ai remarqué une sorte de non-démarcation entre les membres du groupe malgré tout. Ils font un peu tout ensemble. Du chant, de la programmation, du synthé, de la guitare. Malgré les problèmes personnels de Peter Steele, le groupe a quand même été uni. C'est un point qui fait leur force, je trouve. Quant à la réception, l'album reçoit majoritairement des critiques assez positives. Elles saluent le fait qu'ils aient réussi à mêler émotion et lourdeur, et que le tout est assez équilibré. Après la sortie de l'album, les membres du groupe ont exprimé des avis assez mitigés. Josh Silver estimait que la musique était solide, tandis que Peter Steele jugeait les chansons trop liées à une période douloureuse de sa vie. Et lors des tournées qui ont suivi, il n'y a pas beaucoup de morceaux de cet album qui sont joués en concert, à l'exception du titre éponyme. En même temps, la plupart des morceaux sont assez longs et je trouve que ça se prête mal au live, on est plutôt sur un album de type ambiance à écouter chez soi. En 2002, Johnny Kelly entre dans Danzig, et la même année, Kenny Hihi élargit sa famille, il a une 2e fille. Et à son sujet, on sait qu'il tombe dans l'alcoolisme, mais là je n'ai pas de date précise. Il parle souvent dans les interviews récentes qu'il est à présent sobre et qu'il ne boit plus. COVID was good for me. You know, I had no stress. I got to stay home. I had to work on my recovery, and positive results. I'm still here today, over 3 years, 3.5 years later. So. Oh, nice, congrats, man. Congratulations. Mais on peut imaginer que ça s'est passé à peu près à cette période-là. En 2003, Peter Steele est diagnostiqué bipolaire. Et c'est aussi cette année-là que Kenny et Johnny vont fonder le groupe Seventh Void. Alors vous me direz, pourquoi finalement ils font un autre groupe alors que Type O Negative fonctionne ? Je pense que c'est parce que Peter Steele avait trop de problèmes et n'aimait pas les tournées, que les membres ont été voir un peu ailleurs. D'ailleurs, ça se confirme parce que Josh Silver, visiblement, bloquait aussi un peu certaines choses vis-à-vis du groupe. On peut imaginer dans ce groupe qu'il y a un peu 2 teams, mais qu'ils étaient quand même soudés. On a Peter et Josh dans un coin, plus cynique, avec un certain humour noir et assez introverti, et de l'autre côté, on a Johnny et Kenny plus enclins à faire des choses diverses, et ils ont un côté un peu plus lumineux pour le coup. C'est ce que j'ai remarqué en les écoutant ou en les lisant. Et ça peut expliquer ce côté un peu clown triste qu'on retrouve dans Type O Negative. Et à ce sujet, je ne sais pas si vous avez la ref, mais j'ai remarqué une tendance des gens à être ironiques vis-à-vis de Josh Silver. Dès qu'il s'exprime, il y a des commentaires en pagaille, du genre « Ah enfin, il arrête de faire la gueule, ah enfin, il parle ». Je sais pas si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet, mais ça m'a posé question. Le 17 juin 2003 sort Life is Killing Me. C'est le dernier album publié chez Roadrunner Records. Son titre et son contenu reflètent principalement la vision assez pessimiste de la vie de Peter Steele à cette période, ainsi que les difficultés liées à la maladie mentale, à ses relations sentimentales, au décès de son père encore une fois, et également à la maladie de sa mère. Dans les interviews, Peter Steele explique qu'il faisait face à une sorte de crise de la quarantaine, marquée par la perte de ses proches, la dégradation de sa propre santé, une rupture sentimentale après 10 ans de relation,
dépression et un sentiment général d'effondrement personnel. Le titre initial envisagé était The Dream is Dead. Et dans une interview réalisée en 2003, au moment de la sortie, Peter montre qu'il est assez lucide sur son travail et sur l'évolution du groupe. Il explique que le titre initial de l'album, The Dream is Dead, donc, a été abandonné pour quelque chose de moins sombre, et qu'il voulait un disque plus varié que World Coming Down, qu'il jugeait trop uniforme et trop dépressif. Il évoque les influences mélodiques des Beatles présentes dans plusieurs arrangements et revient sur la jeunesse de certains morceaux. Electrocute est inspiré d'une relation passée, I Don't Wanna Be Me est imposé comme single par le label, Nettie est écrit pour sa mère qui apparemment est gravement malade, et il doit s'en occuper, I Like Girls est né des avances masculines reçues après Playgirl, en précisant qu'il ne se moque pas des homosexuels d'ailleurs, etc., etc. Il parle de la mort de son père et de l'impact que cet événement a eu sur son écriture. Il décrit aussi sa vie personnelle comme solitaire, marquée par le désir d'avoir une famille et par la difficulté à aimer quelqu'un, tant il ne parvient pas à s'aimer lui-même. Steele dit clairement qu'il n'aime ni les interviews, ni les tournées, et qu'il préfère écrire et enregistrer, et qu'il continue en partie pour des raisons financières, notamment parce que les membres du groupe, eux, ont des enfants. Il ajoute qu'il pourrait écrire une biographie un jour, mais seulement lorsqu'il aura vécu davantage. Et musicalement, c'est aussi le dernier album de Type O Negative à avoir utilisé une boîte à rythme, sans batterie acoustique. Et finalement, on revient aux fondamentaux, puisque l'album est quand même beaucoup plus mélodique que le précédent. C'est aussi à cette période que Peter Steele est interné au milieu des années 2000, on ne sait pas exactement quand, dans l'aile psychiatrique du Kings County Hospital de New York. Il a révélé cet internement dans le DVD Symphony for the Devil, sorti en 2006. And I was in G Ward, Kings County Hospital, which is a psych unit. Et d'ailleurs, il en veut à sa famille de l'avoir placé ici en fait. Le 8 décembre 2004, un homme armé ouvre le feu pendant le concert de Damage Plan au club Al Rosa Villa dans l'Ohio. Dimebag Darrell ne survivra pas et sera assassiné. C'est un événement très traumatisant pour les membres de Type O Negative, puisqu'ils étaient très proches. Speaking of heaven, I actually wrote the song Halloween in Heaven for Dimebag Darrell. And so that song is about old dead rock stars. And I didn't want to mention his name because I didn't want it to appear that Type O Negative or Peter was exploiting Darrell, because he was a very close friend with the band and he was actually one of Kenny's best friends. And you know, like when you don't see somebody for months at a time, it's hard to believe that you're never going to see them again. 2005 est une année vraiment pourrie pour tout le monde. Steele a purgé une peine de prison après avoir passé à tabac un rival amoureux et l'avoir menacé de le tuer. Il reconnaît d'ailleurs avoir craint pour sa vie derrière les barreaux. Le père de Josh Silver meurt, encore un drame. Le 7 juillet de la même année, la mère de Peter Steele meurt à l'âge de 83 ans. Keith Alexander décède le 11 juillet. Il a perdu le contrôle de son vélo en dépassant un enfant et s'est écrasé contre une barrière à Brooklyn. Il a été rapporté que s'il avait porté un casque, il aurait probablement survécu. Peter Steele aurait fait une overdose la même année. Et il y a aussi un fait connu, c'est qu'il a simulé sa propre mort. Il y avait apparemment sur le site officiel du groupe une photo avec la pierre tombale de Peter Steele avec sa date de naissance et sa date de mort, qui datait de 2005 du coup. Alors pourquoi avoir fait ça ? Eh bien évidemment, c'est une blague. C'est sûrement pour faire un petit peu de lumière sur le groupe et faire la promo du prochain album qui sortira 2 ans plus tard. Mais il y a peut-être aussi une autre raison à ça. Les journalistes, les médias insistaient beaucoup sur le fait qu'il était malade et ça l'a vraiment gonflé. I developed heart problems. I developed liver problems. I've never had a stroke. I've never had a heart attack. And as Mark Twain put it, rumors of my death have been highly exaggerated. Et l'été de la même année, il commence aussi à bosser sur le prochain album. En 2006, Kenny rejoint Danzig, et en avril, il passe 4 mois chez Josh Silver pour finaliser le prochain album de Type O Negative. C'est aussi l'année où le groupe quitte Roadrunner, suite à une dispute concernant l'album, composé des meilleurs titres du groupe, The Best of Type O Negative, qui a été commercialisé sans même avoir prévenu Peter Steele et les autres, ce qui a amené le groupe à accepter une meilleure offre de la part de SPV Records. Et en 2007, c'est enfin la sortie du nouvel album, Dead Again. Et finalement, on a quand même des changements, puisque là, nouveau label,
mais aussi au niveau de la batterie, puisque Johnny Kelly enregistre tous les morceaux sur une batterie acoustique, alors que jusque-là, on avait quand même une bonne partie de la discographie qui était faite par de la programmation. Les morceaux naissent de sessions de jam quotidiennes, les sessions sont très longues, chaotiques et souvent interrompues par l'alcool et les disputes. Le groupe répète 5 jours par semaine pendant 8 mois, ce qui est vraiment un rythme de ouf. Il en résulte quoi? Des morceaux vraiment très longs, une ambiance assez live, brute, plus carnivore par moment. Et on a 3 axes, l'addiction, la religion et le deuil. Vis-à-vis de la religion, on n'en a pas encore parlé vraiment, mais je vous ai dit au début que Peter Steele venait d'une famille catholique. Et en fin de compte, il finit par s'éloigner de la religion à l'adolescence et avec Carnivore surtout. Et ce n'est qu'en 2008 qu'il retrouvera une forme de foi. Donc c'est un sujet qui l'intéresse. Pour le deuil, on a évidemment les problèmes personnels des uns et des autres, avec les morts des membres de la famille. On a aussi Halloween in Heaven, qui est dédié à Dimebag Darrell. Et on va s'arrêter 2 secondes sur la pochette aussi. Il s'agit de Rasputin, un mystique russe associé au tsar Nicolas II, avec une typographie en faux cyrillique. Alors pourquoi? Hickey explique que la pochette alimentait l'idée d'être indestructible, malgré toutes les choses qui auraient pu tuer Peter Steele. Et c'est aussi une référence à toutes les fois où Rasputin a failli mourir. L'album reçoit des critiques majoritairement positives, mais il semblerait que ce ne soit pas le préféré des fans, et ça se comprend parce que c'est un peu différent. On a un mélange de doom, de gothique, de punk, et même parfois des envolées un peu heavy. C'est un peu comme si on croisait les débuts de Type O Negative avec les albums d'après. Mais il y a un côté on veut tout faire en même temps qui me plaît pas trop justement. Pas assez tranché, trop convenu, et attention, ne criez pas, mais je trouve que bizarrement ça manque de personnalité. Après la sortie de l'album, il y a encore un souci puisque SPV, le label, fait faillite, ce qui plombe totalement la promotion de l'album. À croire que vraiment, ils n'ont pas de chance. En 2009, Annette, une des sœurs de Peter Steele, meurt. C'est aussi l'année où Type O Negative donne son dernier concert. Le 14 avril 2010, Johnny Kelly reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il laisse sonner. C'était la sœur de Peter. Et elle lui dit « Nous avons perdu Peter ». Kelly rejoint Kenny Hickey pour leur répétition de Seventh Void et lui annonce la nouvelle. Les deux sont en état de choc total. Il faut savoir que Peter Steele était à présent sobre et motivé, prêt à enregistrer un nouvel album. Les sources confirment qu'il est mort chez lui, à Scranton, en Pennsylvanie, d'une septicémie provoquée par une diverticulite non soignée. C'est-à-dire qu'il avait des infections de petites poches dans le côlon, et si ce n'est pas traité, l'infection peut percer et infecter l'abdomen, d'où l'infection généralisée du sang. Le sepsis entraîne un effondrement des organes et peut tuer en quelques heures. Il avait 48 ans. Au départ, les médias ont relégué une fausse information qui disait qu'il était mort d'une crise cardiaque, mais visiblement ça a été démenti en 2018. Évidemment, tous les membres du groupe sont extrêmement choqués par la nouvelle. I had tried getting in touch with him the night before. I was trying to get in touch with him the night before. He didn't answer the phone. But at the same time, I was kind of concerned because Peter had been sober and, like, you know, one of his cats, you know, passing away. I was worried that could send him off, you know, over the edge and relapse. Yeah. So I was just assuming the worst. I was like, I'm trying to get in touch with Peter. He's not answering his phone. His cat just passed away. Who knows where he is or what he's doing? And I was like, it can't be good. And then I was like, wait, he has a landline. I forgot that he had an actual landline. And where he lived, he had very terrible service. So I called his landline, and like his girlfriend answered the phone, and I was like, "Hey, what's going on over there?" And she was like, "Oh, Peter's in bed. He's not feeling well. He's got like the flu or something." I was like, "Is there anything I should know about what's going on over there?" Because she knew, like, you know, like we were very whatever. We talked a lot about Peter and treatment and stuff like that. And I was like, "Anything I should know about? Anything going on out there?" She was like, "No, he's really sick." I was like, oh, all right, you know, whatever, blah, blah, blah. We had some business, you know, whatever. Tell him to call me when he feels better, you know. And she was like relaying messages to Peter in bed while I was on the phone with her. And then like the next day, no, that night, his sister called me and said that he had passed away. Wow. And, but as far as like any kind of like, intestinal issues or anything like that, he had, he wasn't aware of it.
Yeah, You know, at that point, like everything that he had done to himself and all the shit that he did to abuse his body and survived it, we thought he was gonna like live forever at that point. Hickey est complètement choqué et d'ailleurs aujourd'hui il dit qu'il a l'impression de chasser des fantômes depuis la mort de Peter Steele. Ce sont ses propres mots. Donc finalement pour les musiciens, on a encore une fois deux teams en réalité. Josh Silver quitte l'industrie de la musique. Il travaille dans le milieu hospitalier, au service des urgences, loin du monde du métal, à New York. Et de l'autre côté, on a Johnny Kelly et Kenny Hickey, qui continuent tous les deux à faire de la musique, puisqu'en 2017, Kenny fonde Silvertomb. Et d'ailleurs, c'est la même année que le groupe Carnivore renaît de ses cendres en se baptisant Carnivore AD, mené par Louis Bito. En 2024, Kenny et Johnny Kelly fondent Sun Don't Shine. En 2025, Johnny Kelly donne une interview qui est plutôt intéressante. En fait, il n'aurait jamais imaginé Type O Negative avoir une quelconque notoriété. Pendant toute leur carrière, ils pensaient que chaque album serait le dernier et que le groupe finirait par se dissoudre et que leur disque terminerait dans des bacs d'occasion. Alors que non, c'est totalement faux. Et justement, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est parce que Peter Steele est mort que le groupe a pris en popularité, comme beaucoup de groupes en fait? Ou est-ce que c'est juste une reconnaissance tardive, purement musicale? Et en 2026... un tribute a été demandé par Kenny et Johnny, mais Josh Silver est catégorique. Il n'est pas intéressé par la proposition. Kenny Hickey confirme dans une interview exclusive pour Loaded Radio, datant de février, que Type O Negative prépare un nouvel album live officiel. Ce sera le premier disque publié depuis la mort de Peter Steele en 2010. Hickey explique que le groupe est actuellement en phase de mixage et qu'il travaille aussi sur l'artwork, ce qui indique que le projet est bien avancé. Ceci dit, là ça n'a pas l'air d'avancer, est-ce que Josh Silver ne bloque pas le projet? On ne sait pas. On sait qu'il ne veut pas monter sur scène, mais il accepte visiblement le projet, puisque c'est en train de se faire. Pour finir, Type O Negative occupe une place singulière dans l'histoire du métal des années 90 et 2000. Le groupe a construit une esthétique immédiatement reconnaissable, fondée sur une combinaison rare. Lenteur héritée du doom, atmosphère gothique, humour noir, mélancolie et une production sonore d'une cohérence remarquable. Si la figure de Peter Steele est souvent mise en avant, en raison de sa stature physique, de sa voix, de son écriture et de sa trajectoire personnelle marquée par les deuils, la dépression ou encore les addictions, il est essentiel de rappeler que Type O Negative est avant tout une œuvre collective. L'image de Steele comme héros tragique s'inscrit dans une tradition culturelle qui associe certains artistes à un récit de souffrance, de vulnérabilité et de disparition prématurée. Mais cette focalisation tend parfois à occulter le rôle déterminant des autres membres. Les claviers de Josh Silver constituent l'un des piliers de l'identité sonore du groupe. Nappe, texture, transition, atmosphère, qui définissent l'espace émotionnel dans lequel s'inscrit la musique. La guitare de Kenny Hickey, avec son grain très spécifique des années 90, ses harmonies mélodiques et ses riffs lourds, apportent une dimension essentielle à la dynamique du groupe. Et enfin, Johnny Kelly assure une stabilité rythmique et humaine qui a permis au groupe de traverser des périodes difficiles. Type O Negative n'est donc pas seulement l'expression d'un auteur tourmenté, mais le résultat d'une alchimie collective, où chaque membre contribue à une architecture sonore unique. Cette cohérence, maintenue sur plus de 20 ans, explique la longévité de leur influence. Le groupe a su créer un langage musical identifiable dès les premières mesures, une signature esthétique qui dépasse les modes et les époques. Et vous alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est uniquement Peter Steele qui fait Type O Negative ou c'est vraiment le mélange de toutes ces personnes? Et dites-moi aussi, quel est votre album préféré?